minière artisanale qui vraiment occupe l'essentiel des populations souvent de la zone. Et c'est une exploitation aussi qui regroupe toutes les couches sociales, aussi bien les enfants, les jeunes, les femmes et même les personnes âgées. Et cette exploitation minière aussi ne peut pas se faire sans ressources en eau. C'est une exploitation qui consomme beaucoup d'eau. Et le paradoxe, c'est que dans cette région, ils ont de sérieuses difficultés d'accès à l'eau liées en fait à la structuration des formations géologiques qui sont des formations de roches de socle, des formations dures. Donc là, pour faire un forage, c'est très difficile. Donc, et les nappes d'eau souterraines sont très peu productives aussi et très vulnérables. Parce que quand on parle de vulnérabilité, c'est la sensibilité de ces nappes à subir la dégradation liée donc, aux impacts anthropiques, à l'action de l'homme. Et cette exploitation minière consomme beaucoup d'eau et peut présenter beaucoup de risques aussi sur la dégradation de la qualité de ces ressources en eau. En termes d'enjeux, j'avais parlé tout à l'heure en termes de défis, il y a les défis environnementaux. Donc l'orpaillage est vraiment une problématique majeure dans la zone du fait donc d'un afflux massif de populations venant de la sous-région qui viennent et qui utilisent souvent des produits chimiques, notamment le mercure. Nous allons revenir sur ça. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les besoins en eau sur ces photos, vous allez voir que les besoins en eau sont énormes dans le traitement du minerai. Donc ils ont besoin d'eau pour le lavage et le traitement du minerai. Aussi bien la mine industrielle que la mine, que les exploitants artisanaux. Donc au niveau de la mine industrielle, Sabodala a réalisé une digue sur le Balé qui est un affluent du Nyokolokoba, qui est lui-même affluent du fleuve Gambie, donc sur le bassin de la Gambie. Ce grand digue-là qui recueille beaucoup d'eau pour l'alimentation en eau donc de la cité ouvrière et du process aussi de l'usine. Il y a également les besoins en eau liés à l'exploitation artisanale. Les orpailleurs vont venir prendre l'eau sur soit la Falémé ou bien sur le fleuve Gambie, ou même traiter directement au niveau du fleuve Gambie. Sur la photo en bas, vous allez voir que c'est le traitement qui se fait au niveau du fleuve Gambie, ici à droite, à gauche, à droite en bas. Donc il y a le traitement direct qui se fait au niveau du fleuve Gambie pour juste les besoins de lavage et du traitement du minerai. Et ça a des conséquences déjà du point de vue modification des paramètres physiques de l'eau, notamment la turbidité, tout ce qui est pH et autres. Donc beaucoup de conséquences du point de vue physique. Quels sont les types d'exploitation qu'on a au Sénégal oriental? Donc l'or est exploité soit de façon au niveau des zones alluvionnaires. Quand on parle d'alluvions, c'est les dépôts liés aux cours d'eau. Donc les cours d'eau déposent des alluvions. Donc dans ce cas, c'est de l'or sédimentaire. Au départ, les populations étaient dans ce type d'exploitation parce que l'exploitation traditionnelle se faisait comme ça par bâté. Si vous regardez la photo en bas, la dame, elle fait la bâtée pour récupérer les pépites et les paillettes d'or. Là, généralement, il n'y a pas souvent d'utilisation de produits chimiques. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui sont donc introduites par les populations venant de la sous-région, ils ont introduit des techniques de traitement avec des produits chimiques, notamment le mercure et le cyanure. Mais de manière clandestine aussi, souvent. Mais si vous regardez ici, il y a l'exploitation de l'or de type primaire. Ici, il faut creuser des galeries, il faut aller chercher le minerai pour pouvoir le traiter après. Et c'est cette phase de traitement-là qui nécessite maintenant l'utilisation du mercure, que nous allons voir sur les photos à venir. Donc, ici, c'est le procédé de traitement de bout en bout, donc de l'or. C'est le cycle de traitement. L'orpailleur, il est là, il va prélever ici le minerai primaire dans des galeries. Le minerai qui est là stocké sera partagé après, pour après être concassé. Il y a des concasseurs, des broyeurs finisseurs. Donc ils vont broyer le minerai à une granulométrie très fine. Ça veut dire que le minerai sera réduit en poudre. Et là, ils vont laver pour récupérer le concentré, ici. Et ce concentré, c'est là où ils vont mettre le mercure. Créer ce qu'on appelle l'amalgame. L'amalgamation, c'est un processus. Et là, c'est la partie la plus dangereuse, très toxique. Si vous regardez bien,
vous voyez ici les grains de mercure. Ça, c'est des gouttelettes de mercure. Elle est en train de mélanger avec la main, donc pour pouvoir former l'amalgame dans le concentré. Et comme j'ai dit, cette phase-là, c'est la phase la plus toxique. Parce qu'elles vont mélanger ici pour créer l'amalgame, ajouter de l'eau, décanter, après filtrer ici l'amalgame. L'amalgame, c'est le mélange or-mercure à proportion égale. Donc si j'ai 10 grammes d'or, 10 grammes d'amalgame, j'ai 5 grammes d'or, 5 grammes de mercure. Et ce mercure-là, après, filtré, va se solidifier. Et vous voyez la boule qui est là sur la cuillère va lui servir de pouvoir réchauffer l'amalgame. Si l'amalgame est chauffé, le mercure s'évapore. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là le processus là, parce que le mercure à partir de 40 degrés, au-delà de 40 degrés, commence à s'évaporer. C'est le seul métal liquide à l'état ambiant. Donc au-delà de 40 degrés, il commence à s'évaporer. Donc on peut inhaler une petite partie de mercure élémentaire. Et ça peut avoir des risques du point de vue sanitaire. Et dans la zone, ceux qui font l'orpaillage souvent ne veulent pas que les autres sachent ce qu'ils ont gagné. Donc ils vont brûler le mercure dans leur case. Et ça, on inhale beaucoup de gaz de mercure. Et là, c'est l'or qui est récupéré. Donc ça, après le mercure va se dispatcher dans l'environnement. Et ça, c'est quelques conséquences qu'on va voir directement sur site, au niveau des zones de lavage. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est que le lavage se fait toujours aux alentours des ouvrages hydrauliques, soit autour des puits ou bien au niveau des cours d'eau. Ça, c'est par exemple l'exemple d'une rivière à Tinkoto, où vous voyez ici la turbidité qui est très élevée. Donc là, on peut imaginer qu'il n'y a plus de forme de vie possible. Là, vous avez le lavage qui se fait ici sur une placette au niveau d'un puits à Tinkoto. Là également, c'est sur la rivière de Tinkoto. Regardez aussi, il y a d'autres produits additifs qui sont ajoutés dans le traitement, notamment le détergent ici. Parce que l'or souvent est accompagné de produits sulfureux, tels que la pyrite et l'arsénopyrite. Quand vous broyez maintenant le minerai, vous y ajoutez de l'eau en présence d'oxygène, il va se générer de l'acide sulfurique, ce qu'on appelle le drainage minier acide. Et cet acide sulfurique-là va attaquer leurs mains. Pour éviter ça, ils vont mettre donc, du détergent pour tamponner l'acidité du concentré. Donc, soit c'est du détergent liquide comme ça, ou bien du détergent en poudre pour tamponner l'acidité. Et ça modifie localement les conditions physico-chimiques de l'eau, directement. Et là, vous avez l'amalgame qui est récupéré ici, pour après être brûlé. Maintenant, nous, quelle est l'approche méthodologique qu'on a pu établir pour caractériser la qualité de l'eau et caractériser aussi la pollution? Nous avons mené 3 campagnes d'échantillonnage dans la zone et nous avions ciblé les cours d'eau, les forages et les puits. En fait, dans la zone, il y a très peu de forages motorisés. L'essentiel des forages, c'est des PMH, des pompes à motricité humaine. Donc, sur ces campagnes, on avait fait 2 stratégies, une campagne pré-hivernale et une campagne post-hivernale. Juste hivernale et une campagne post-hivernale. Juste pour voir est-ce que la saison influençait sur la qualité chimique de l'eau. Donc, là, nous avons pu prendre des paramètres in situ, tels que le pH, la température, l'oxygène dissous de l'eau. On a pu également prélever des échantillons que nous avons analysés du point de vue chimique pour voir les ions majeurs, mais également pour identifier pour regarder aussi les ions ou les éléments traces métalliques. Donc ces analyses ont fait l'objet aussi de traitements statistiques avec des logiciels de traitement tels que diagrammes, R et autres diagrammes. Donc, au total, nous avions eu 52 échantillons répartis sur différents réservoirs géologiques. Là aussi, nous avions pu mettre en place une stratégie d'échantillonnage basée sur la typologie des réservoirs aquifères, ça veut dire la géologie. Parce que dans la zone, nous avions différentes formations géologiques. Il y a les granites, le groupe des granites. Là, nous avons le granit de Saraya ou la suite magmatique de Saraya. Là, nous avons la suite magmatique de Sandikunda-Sukuta. Et là, c'est la partie où vraiment se concentrent les minéralisations d'or, ici, sur cette partie-là. Donc, c'est des formations volcano-sédimentaires
qui sont relativement minéralisés. Ici, on a ce qu'on appelle la Main Transcurrent Zone, la MTZ, qui sépare le groupe de Mako et le groupe de Dialé d'Alema qui est là, ce groupe-là. Donc, 52 échantillons au total. On avait 13 sur les granites, 21 sur les schistes et volcanosédiments, 12 sur les roches basiques, et les eaux de surface, on en avait 6. Donc, 6 sites. Pas 6 sites, il y avait des sites, il y avait comme Bantako, il y avait Bantako amont et Bantako aval. On était en amont du traitement et en aval du traitement pour voir la mobilité aussi de la pollution. Est-ce que la pollution était diffuse ou est-ce que, voilà. Ça, on avait adopté cette stratégie d'échantillonnage. Sur Sabadola, on avait échantillonné une rivière et au niveau de Tinkoto aussi, on avait la rivière de Tinkoto. Les résultats nous ont montré globalement, du point de vue ion majeur, qu'on avait un faciès globalement bicarbonaté calcique magnésien qui dominait et un faciès ici nitraté chloruré sodique. Si nous prenons l'analyse en composantes principales, il nous a donné que les ions qui contribuaient à la minéralisation, c'était les bicarbonates, le Ca et le Mg. Et à l'opposé, nous avions le faciès nitraté chloruré sodique. Donc, l'axe factoriel, ici, nous donne une discrimination des faciès. Et ça a révélé que les eaux qui avaient ce faciès étaient des eaux non influencées par l'activité anthropique. Donc, il y avait en fait deux faciès, les sources naturelles, donc les eaux qui étaient non influencées par l'activité anthropique, et une source anthropique qui était là, caractérisée par un faciès chloruré nitraté. Donc, et si nous regardons bien la minéralisation, ici les forages, les eaux de surface présentent la minéralisation la plus faible. Les eaux de surface qui sont moins minéralisées. Ensuite, vous avez ici les eaux des puits qui sont souvent caractérisées, si vous regardez bien, tout ça là, c'est des puits qui sont caractérisés par une pollution nitratée. Et là, vous avez les forages qui sont beaucoup plus enrichis en Ca, Mg et bicarbonate et qui ne sont pas affectés par la pollution. Donc, ça, c'est juste du point de vue élément majeur. Donc, ici, dans le dendrogramme, on voit ces deux groupes-là qui s'isolent carrément. Donc là, c'est les bicarbonates calciques magnésiens. Et là, vous avez les eaux qui sont nitratées. OK. Diapo, s'il vous plaît. Si nous regardons les éléments traces métalliques, au niveau des éléments traces métalliques, c'est bon. Mais là, ça ne bouge pas. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, au niveau des éléments traces métalliques, nous avons toujours les éléments tels que l'aluminium, le manganèse et le chrome qui étaient beaucoup plus significatifs au niveau des eaux. Et ici également, vous avez d'autres éléments tels que le cobalt et le nickel qui contribuaient beaucoup à la minéralisation. Donc, mais globalement, si nous regardons les ouvrages tels que les forages, ils sont moins minéralisés, donc ils sont moins affectés par la pollution relative aux éléments traces métalliques. Les eaux de surface également montrent une faible minéralisation. Par contre, tous les puits qui étaient dans les zones orpaillées sont enrichis en éléments traces métalliques. Et ça peut s'expliquer du fait que dans ces zones, le lessivage et le broyage et le lavage du minerai va favoriser la libération de ces métaux dans l'environnement, aussi bien dans les sols que dans les hydrosystèmes. Cependant, nous notons deux points qui se décalent carrément des autres. Et ça, c'est les points qu'on retrouve à Sabadola. Sabadola, c'est là où on avait la seule unité industrielle. Donc, dans cette zone, nous avons des ouvrages qui sont caractérisés par des teneurs en manganèse qui étaient très élevées, donc 1107 microgrammes. Et ici, des teneurs en nickel qui étaient proches de 1000 microgrammes, donc 890 microgrammes. Donc, globalement, c'est sur ces seuls sites de Sabadola où on a des teneurs en métaux très élevées. Du point de vue saisonnier, nous avons essayé de comparer l'évolution de la minéralisation en fonction des saisons.
Donc en rouge, c'est la saison sèche, là en vert, c'est la saison pluvieuse. Donc nous avons pu constater que du point de vue évolution, seul l'arsenic, le cuivre et le strontium présentaient des teneurs beaucoup plus importantes en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Et ces résultats sont confirmés par Beringer et al. Qui disent que la fluctuation saisonnière des taux d'arsenic peut être liée à la recharge et à la mobilisation de la matière organique et au lessivage des sols qui contribuent à leur enrichissement dans les nappes. Donc, nous avons eu le cuivre, l'arsenic et le strontium qui avaient des comportements ou des teneurs médians relativement plus élevés que les autres en saison pluvieuse. Donc, diapo s'il vous plaît. Ceci est confirmé ici si nous avons regardé le pH, l'évolution de ces ions en fonction du pH et de la saison. Si vous regardez bien, seul l'arsenic ici et le strontium décalent carrément. Donc les teneurs en arsenic en saison pluvieuse étaient beaucoup plus élevées que les teneurs en saison sèche. Ici c'est pareil, donc cette même observation a été faite. Si nous regardons le pH, seul Sabodala avait des pH qui étaient proches, très acides. Par contre, les autres points avaient des pH proches de la neutralité à légèrement acide ou basique. Mais à Sabodala, presque sur l'essentiel des ouvrages qu'on avait visités, les pH tournaient autour de 5, 4 jusqu'à 3 même. On a pu noter des pH de 3. Donc l'acidité était réelle là-bas. Donc ce qui est probablement lié au drainage minier acide, parce que dans la zone, il y a l'entreposage des algues stériles miniers. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces éléments sont accompagnés souvent de produits sulfureux qui, s'ils sont accompagnés, s'ils s'associent à l'eau et à l'air, vont générer de l'acide sulfurique. OK. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, nous avons essayé également de plotter l'ensemble des analyses sur le diagramme de Fick. Ce diagramme va nous permettre de voir les taux ou les taux de métaux qu'on observe dans l'eau. Et il a été observé que tous les points pratiquement se situent dans le champ faible teneur en métaux et pH relativement neutre, excepté les points qu'on a échantillonnés au niveau de Sabodala ici, qui sont ici métal forte et proche de la neutralité ici dans ce champ. Ici, on a métal forte et acide. Donc là également, on a métal forte, aussi bien pour les deux saisons. Ça, c'est la saison pluvieuse, ça, c'est la saison sèche. Ici également, on a métal, teneur en métal forte et relativement proche de la neutralité. Là, on a teneur en métal forte et acide. Donc, de l'autre côté, petit souci. Voilà, c'est bon, merci. Donc ici, le constat qui est fait, c'est que c'est seulement au niveau de la zone de Sabodala où on a des teneurs en éléments traces métalliques qui étaient relativement fortes, mais dans tous les autres sites, pour les éléments traces métalliques, on avait des teneurs qui étaient faibles, donc pas au-delà. Maintenant, si nous en venons au mercure, il a été constaté dans tous les sites échantillonnés, donc orpaillés, que les teneurs en mercure dans les eaux étaient au-delà des normes de potabilité qui sont fixées par l'OMS, à savoir 1 microgramme par litre. Donc, et on a eu des extrêmes. À Sabodala, on a noté 34 microgrammes, à Bantako, 19 microgrammes, et dans les autres sites, n'importe quel site, la teneur médiane dépassait donc même 5 microgrammes. Donc, ce qui fait que la pollution mercurielle était une réalité dans les eaux au moment où nous faisions l'étude. Donc, concernant l'arsenic, on a eu un comportement un peu spécifique. Pour l'arsenic, on a retrouvé une concentration presque ici dans cette zone nord du secteur d'étude. Mais dans tous les autres sites, l'arsenic était à des teneurs qui étaient inférieures à la norme de potabilité, excepté ici, au niveau de Sambrambougou, où on avait des teneurs qui dépassaient largement la norme de potabilité.
et ici au niveau de Diabougou et Sonkonkong dans la partie nord. Maintenant, le cas de l'arsenic a été signalé par Keza et al. Dans l'étude du projet PASMI, qui ont, donc à travers les analyses géochimiques, qui ont montré que dans la zone dont j'ai parlé tout à l'heure, la MTZ, la Main Transcurrent Zone, qui est une shear zone régionale et qui porte beaucoup de minéralisation d'or, l'or est associé à de l'arsénopyrite. Et il avait même donné des teneurs pour 360 ppb. Pour l'or, on a 180 ppm d'arsénopyrite. Donc ici, ces teneurs anormales sont liées à une contamination géogénique. Donc c'est la roche elle-même qui fait ça. Donc ce n'est pas lié à l'activité anthropique, mais c'est la roche elle-même qui contribue à enrichir les eaux. D'où ici l'intérêt de mener des études ou des investigations plus poussées pour caractériser cette contamination de l'eau par l'arsenic. Donc, globalement, les résultats ont montré ici que sur l'ensemble des sites échantillonnés, donc, et qui font l'objet d'activités d'orpaillage, les eaux étaient les eaux avaient des concentrations qui étaient au-delà de la norme de potabilité. Donc la norme était ici de 1. Vous voyez, toutes les eaux présentaient des valeurs largement au-dessus de la norme. Concernant l'arsenic, on a les teneurs qui dépassaient la norme dans 4 sites. Il s'agit du site, comme tout à l'heure, de Sambrambougou, qui faisait partie aussi des plus grands sites d'orpaillage, de Diabougou et de Sonkonkong aussi, qui étaient à la limite en 10 ici. Maintenant, pour les 3 sites, on était au-delà de la norme de potabilité. Donc, et ça, c'est une contamination qui est relativement liée à la roche elle-même. Donc, c'est géogénique. Merci. Donc là, un collègue a travaillé sur l'aspect relatif à la contamination des hydrosystèmes par le mercure. Donc le mercure peut se retrouver dans la chaîne alimentaire à travers ici les hydrosystèmes. Donc vous avez le mercure élémentaire dans l'eau qui peut s'associer aux particules et qui peut sédimenter aussi. Ce mercure peut être aussi retrouvé dans le phytoplancton. Donc par bioaccumulation, on peut retrouver le mercure aussi dans les poissons phytophages par exemple. Et si ça continue, on le retrouve dans les poissons piscivores. Et finalement, on peut le retrouver chez l'homme à des teneurs beaucoup plus importantes, ce qu'on appelle la bioamplification. Et ça, c'est un collègue, le docteur Biranian, avec qui on a travaillé sur le mercure, a fait des prélèvements de poissons, des prélèvements de sédiments, mais également des prélèvements de cheveux humains, et a retrouvé des teneurs en mercure qui dépassaient la norme EPA, donc US Environmental Protection Agency, pour prouver que vraiment la contamination ou la pollution mercurielle est réelle dans les sites qu'on a déjà cités. Donc au niveau des mêmes sites que j'ai cités tout à l'heure, parce qu'on a à un moment donné travaillé sur les mêmes sites, à Bantako, Tienkoto et un peu Sabodola. Et quelles sont les conséquences du point de vue toxicité aiguë? Il y a donc le mercure peut affecter le système cardiovasculaire, les organes vitaux, le système respiratoire, et à la longue, donc, vous avez une mort par asphyxie avec une intoxication aiguë. Pour l'intoxication chronique, ce qui est plus redoutable, c'est le méthylmercure. Donc, dans la spéciation que j'ai montrée tout à l'heure, le mercure peut s'associer au groupement méthyle pour donner du méthylmercure, la méthylation organique qui se fait souvent dans l'eau, microbiologique qui se fait souvent dans l'eau, et qui peut entraîner beaucoup de problèmes au niveau neurologique. Donc, et souvent, ça peut entraîner à la mort du sujet qui est affecté par une contamination chronique. Parce que cette contamination chronique a été décrite pour la première fois à Minamata, donc le Sénégal aujourd'hui est signataire de la convention de Minamata. Cette convention qui réglemente et interdit même la commercialisation du mercure.
et l'usage aussi du mercure dans certains secteurs. Pour l'arsenic aussi, nous avons, selon l'INERIS, nous avons pu montrer quelques conséquences que l'arsenic peut faire sur la santé humaine. Donc, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, surtout des cancers de la peau, les risques gastro-intestinaux, donc au niveau du système respiratoire aussi. Au niveau rénal aussi, l'arsenic peut avoir des effets sur la santé des populations. Donc, et ce qui est un peu, je ne sais pas, c'est ce qu'on a pu déceler aussi dans la zone, c'est que dans ces sites d'orpaillage, souvent les enfants sont présents au niveau des zones où le traitement se fait. Si vous regardez ici, c'est à Tenkoto, une maman qui fait l'amalgamation ici, dans la bassine, et son enfant est là. Regardez là aussi, c'est à Bantako, une femme qui fait l'amalgamation à côté de l'enfant. Et ça, c'est à long terme. C'est une exposition chronique qui peut avoir des conséquences du point de vue sanitaire. Donc, en conclusion, ce qu'on a retenu globalement, c'est que dans la zone du Sénégal oriental, les eaux sont relativement peu concentrées en éléments traces métalliques, donc ce qui est normal et ce qui reflète le fond géochimique naturel. Cependant, il a été observé dans la zone de Sabodola des teneurs relativement élevées et aussi dans certains sites d'orpaillage. Les éléments qu'on peut retrouver plus, c'est le nickel, le chrome, le cobalt et le manganèse qui sont observés, donc surtout au niveau du village de Sabodola, donc à des teneurs qui sont relativement élevées. Du point de vue pollution, on a observé également que sur tous les sites échantillonnés, sur tous les sites orpaillés où l'échantillonnage a été mené, les teneurs en mercure dépassaient les normes de potabilité, donc fixées par l'OMS. Donc la présence d'arsenic aussi est notée sur la zone de Sambrambougou à des teneurs qui dépassent la norme donc, de potabilité. Comme recommandation majeure qu'on a pu établir, il s'agit vraiment de réorganiser le secteur de l'orpaillage au Sénégal oriental et de mettre en place des politiques de réglementation sur les techniques de traitement et les produits qui sont utilisés. Il faut également mettre en place une meilleure politique de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques qui jusque-là subissent la plus grande pression. Et cette pression de pollution peut faire qu'ils dépassent leur capacité de résilience naturelle. Une réglementation aussi des activités d'exploitation d'or, surtout dans les cours d'eau, avec le dragage doit être fait. Donc, surtout au niveau des cours d'eau transfrontaliers, parce que si vous partagez une rive avec un pays, le Sénégal peut mettre une réglementation. Si l'autre pays ne met pas de réglementation, c'est très compliqué et ça peut générer des conflits. Notamment le bassin transfrontalier de la Falémé qui est partagé avec le Mali. Ça également, les organismes de bassin devraient mettre des politiques de sauvegarde pour ces bassins partagés. Il urge ainsi d'abandonner cette pratique anarchique de l'orpaillage parce que c'est vraiment une activité qui se fait de manière souvent spontanée. Les gens, ils découvrent quelque part et tout le monde rue vers cette zone. Après exploitation, il n'y a aucune politique de réhabilitation. Les sites sont délaissés avec beaucoup de conséquences que cela fait du point de vue environnemental. Donc, parce que ces types de pratiques peuvent exposer les populations à de possibles risques d'intoxication, surtout liés au mercure, du fait donc de son usage massif dans la zone. Donc là, je vous remercie. Ce travail a été fait sous l'encadrement du professeur Pape Malick Ngom et le professeur Serigne Faye, donc et des collègues aussi de l'Université de Genève avec lesquels on a eu à faire des activités de recherche. Donc je vous remercie, c'était juste quelques diapositives que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Dr. Mal, pour votre exposé.